On va poser des questions, que ce soit sur la société des automobile, que ce soit le coach sportif de la fonderie, que ce soit la société Oxys pour les compléments nutritionnels. Donc ce sera très sympa. Aussi la salle à côté. Cet après-midi, je l'ai dit juste un petit peu avant, là, pour les personnes qui sont rentrées, nous aurons la chance d'avoir des sportifs qui vont venir, notamment les Panthères de Chamalières, d'ici 15h30, 15h50, ainsi que deux rugbyman de l'ASM, Étienne Falbou et Paul-Jean Bréziac, qui ont subi tous les deux de grosses blessures. Étienne, c'était il y a 2-3 ans, et Paul est en réhabilitation actuellement. Donc, ils vont vous parler de la blessure, comment est-ce qu'on gère une blessure, comment on revient au plus haut niveau, les relations avec les kinés, avec les ostéos, de façon à se revient le plus vite possible. Et nous aurons aussi la présence de David Barrier, ancien joueur de l'ASM, qui viendra nous parler, lui, de la santé après le professionnalisme, c'est-à-dire après avoir joué, est-ce qu'on a des douleurs, est-ce qu'on n'a aucune douleur, est-ce qu'on aurait pu faire les choses mieux que ça, voilà, tout ce qui sera décidé pour cet après-midi. Je vais passer tout de suite la parole au professeur Dutheil, qui exerce au CHU de Clermont, et nous allons parler de la sédentarité au travail. C'est ça? Première cause mortelle qu'on pourrait éviter dans les pays développés. Est-ce que je suis bon pour le moment? Oui, bon. Donc, je vous laisse la parole, professeur. Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. On va parler effectivement de sédentarité au travail. On va parler de sédentarité au travail. Vous inquiétez pas, donc le PowerPoint est en anglais, mais c'est volontaire. Le but, c'est surtout que vous m'écoutiez. Et je sais. Non, mais... En plus, vous faites un peu de psychologie, je crois, professeur, c'est ça l'éditeur. Je plaisante, je me doute que vous parlez anglais et qu'il n'y a pas de souci, mais je sais d'expérience que l'attention est un petit peu plus focalisée sur l'orateur quand c'est en anglais. Et l'idée, c'est que vous m'écoutiez. Vous savez qu'on est attentif principalement les 10 premières minutes et ensuite on est plus attentif. Donc je commence directement par vous dire l'objet de mon message. L'objet de mon message, c'est que la sédentarité tue, qu'on est sédentaire principalement au travail, et ça je vais vous démontrer, et que donc, par conséquent, la sédentarité au travail est un risque professionnel à part entière. Et voilà, ça c'est le message que je veux faire passer. Et c'est ce que je vais m'attacher à démontrer. Donc déjà, en contexte, en arrière-plan, activité physique et sédentarité au travail, et l'importance de différencier les deux. Donc, des relations que vous connaissez très bien. Vous avez sur l'axe des ordonnées la mortalité. Et sur l'axe des abscisses, vous avez l'activité physique qui est ici quantifiée tout simplement en nombre de minutes. Vous voyez que plus on fait d'activité physique, plus on a une réduction de mortalité. Pardon. En ordonnée, c'est la réduction de mortalité. Vous avez dépassé c'est bon, vous avez dépassé, non? On a passé une minute. Avant cette publication, on avait des preuves au-delà de 30 minutes d'activité physique par jour. C'est pour ça que les fameuses fêtes 30 minutes d'activité physique par jour, historiquement, ça vient de là. Ça vient qu'il y avait un bénéfice prouvé sur la santé à partir de 30 minutes. Cette publication, donc 2011, qu'est-ce qu'elle démontre? Elle démontre que même si on fait moins de 30 minutes d'activité physique par jour, on a bien une réduction de mortalité aussi. En fait, vous avez quasiment, on va dire, jusqu'à 15-20 minutes, vous avez quasiment 1% de mortalité, de réduction de mortalité par minute d'activité physique en plus par jour. C'est-à-dire que si vous faites 15 minutes d'activité physique par jour, vous avez une réduction de mortalité de 15% par rapport à quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique.
Donc ça c'est intéressant parce que vous avez tout un tas de populations, je pense à des patients qui sont obèses, des patients qui sont diabétiques de type 2, des patients, etc. Tout un tas de patients qui ont malheureusement des soucis de santé, qui vont vous dire qu'ils ne peuvent pas faire de l'activité physique, etc. Ce qui est très important à faire passer comme message, c'est que même quelques minutes d'activité physique par jour, de toute façon, ce sera bénéfique et ce sera mieux que pas d'activité physique. Je ne vais pas détailler plus. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de différencier l'activité physique et la sédentarité. Toujours pareil, hein, je prends comme critère de jugement la mortalité. Pourquoi? Parce que c'est le critère de jugement ultime. Par exemple, si vous jugez un antihypertenseur, dans la plupart des études, vous jugez la réduction de pression artérielle. Mais le but, c'est pas de faire baisser la pression artérielle, c'est de faire baisser la pression artérielle pour diminuer la mortalité. Ça, c'est ce qu'on appelle un critère de jugement intermédiaire. Mais la mortalité, c'est le critère de jugement, je dirais, ultime. Donc les études que je présente, c'est des études où le critère de jugement est la mortalité. Donc sur l'axe des abscisses, vous avez l'activité physique. Donc, plus vous faites d'activité physique, plus vous êtes sur la gauche du graphique. Et à chaque fois, les trois histogrammes représentent la même quantité d'activité physique. Par contre, ce qui différencie les trois histogrammes, c'est justement le temps passé assis et donc la sédentarité. C'est ce qu'on va dire. Donc à droite, vous avez les personnes qui font peu d'activité physique, et à gauche, vous avez les personnes qui font beaucoup d'activité physique. Donc, en ordonnée, vous avez la mortalité, et on retrouve la relation qu'on connaît depuis plusieurs décennies, c'est-à-dire que plus vous faites d'activité physique, plus vous avez une diminution de mortalité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est justement ces trois histogrammes. Les trois histogrammes en noir, un histogramme noir à chaque fois, c'est les personnes qui restent assis moins de 3 heures par jour. Et l'histogramme qui est à droite, avec les pointillés, c'est ceux qui restent assis plus de 6 heures par jour. Donc, vous avez à chaque fois, pour des groupes qui font la même quantité d'activité physique, ils sont différenciés en fonction de la sédentarité, à chaque fois. Et vous voyez que vous avez systématiquement la même relation, c'est-à-dire que plus vous passez de temps assis, plus la mortalité augmente. Et c'est ça qui est intéressant, indépendamment de l'activité physique, pour un même niveau d'activité physique. Donc ça pourrait peut-être faire peur, mais il faut le voir de manière positive, c'est-à-dire que cet histogramme-là, celui-ci, c'est donc ceux qui sont quasiment sportifs de haut niveau, mais qui restent assis plus de 6 heures par jour. Donc globalement, c'est plutôt quelqu'un qui a un poste administratif, on va dire. Il passe son temps au bureau, assis, et ça l'énerve, etc. Donc il va se défouler, il va faire un marathon ou un semi-marathon tous les soirs. Donc il est bien considéré plutôt comme un sportif de haut niveau. Eh bien, sa mortalité, ce sera la même, quasiment, que quelqu'un qui ne fait aucune ou très peu d'activité physique, mais qui passe très peu de temps assis par jour. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que si vous voulez diminuer la mortalité, vous pouvez le faire de façon très simple. Fumer des cigarettes et boire du café au bureau? Non. Alors ça, c'est intéressant ce que vous dites parce que la première cause de mortalité évitable jusqu'en 2012, c'était justement le tabagisme. Et c'est ce que je vais vous montrer, je ne sais plus quand, mais dans pas très longtemps. Maintenant, la première cause de mortalité évitable, c'est plus le tabagisme, c'est la sédentarité au travail.
Donc, dans les pays développés, il faut rajouter dans les pays développés. Mais sachant que cette publication-là, c'est, il y a un mot-clé qui est hyper important, c'est leisure time. C'est l'activité sédentaire et l'activité physique de loisir. La question, c'est qu'est-ce qui se passe au travail? Puisque, d'une manière générale, la littérature internationale elle est relativement pauvre en santé au travail. Il y a relativement peu de recherches en santé au travail et même les épidémiologistes s'intéressent surtout à l'activité de loisir, mais peu à l'activité au travail. Donc, au travail, qu'est-ce qui se passe? Donc, si on commence par regarder tout simplement l'épidémiologie. Ça c'est l'un des graphiques à retenir. En fait, dans cette étude, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis environ des actimètres à environ 1000 personnes. Donc les actimètres, vous savez, c'est pour mesurer les mouvements, tout simplement. Donc avec les actimètres, vous pouvez connaître le temps passé assis, le nombre de déplacements, le nombre d'interruptions de la sédentarité, en fait, vous pouvez connaître énormément de choses. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont démontré? C'est les mêmes personnes. À gauche, le graphique, c'est au travail. À droite, c'est en dehors du travail. Et bien, nous ne sommes sédentaires que et uniquement que au travail. Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que la première cause de mortalité évitable étant la sédentarité, si on est sédentaire que et uniquement que au travail, la conséquence c'est que la sédentarité est un risque professionnel à part entière. Et comme c'est la première cause de mortalité évitable, à mon avis, avant de s'occuper des risques chimiques, de l'amiante, de tout ce que vous voulez, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'en occuper, mais je dis qu'il faut quand même s'occuper du principal risque professionnel, à savoir la sédentarité au travail. Parce qu'en fait, je reviens, mais si vous êtes chez vous et que vous regardez la télé le soir où vous allez vous lever pour aller vous brosser les dents, vous allez ouvrir la porte au chat qui va rentrer, vous allez aller boire un verre d'eau, vous ne resterez jamais assis pendant 3 ou 4 heures consécutives. C'est impossible. Il n'y a qu'au travail qu'on a ces conditions. Oui, mais les pauses café, c'est très bien. Et mais il faut les encourager, les pauses café. Et l'idée... Mais l'idée, c'est de... Alors, après, on peut aller plus loin dans votre question. On peut aller plus loin dans votre question, c'est qu'après, les pauses café, quelle pause café? Combien de temps? Chaque pause café, quelle est la fréquence des pauses café, etc. On n'a pas la réponse à ces questions tout de suite. Je vous présenterai quelques études interventionnelles. Là, pour l'instant, le plan, c'est des études observationnelles. Après, je vous présenterai des études interventionnelles. Et il faut bien se rendre compte qu'on en est au tout début de la recherche sur la sédentarité. Les études que je vous ai présentées, elles sont toutes postérieures à 2010. Donc, dans l'histoire de la science, je veux dire, et de la littérature scientifique, on est sur quelque chose de récent. Donc, proposer, on sait que la sédentarité au travail tue, ça c'est sûr. Après, comment lutter contre la sédentarité au travail? Eh bien, ça, on n'a pas la réponse à la question, d'où la nécessité d'études. Toujours pour vous présenter un petit peu d'épidémiologie. Donc, 1960, les activités sédentaires, donc tout confondu, il n'y a pas que le travail, c'était 30 heures par semaine en 1960, on est à 42 heures par semaine en 2012. 42 heures par semaine, il faut voir la progression aussi, par rapport à 30 heures par semaine. Alors ça, c'est Donc le Lancet, c'est l'une des meilleurs journaux du monde, donc l'un des meilleurs niveaux de preuve scientifique. Donc ici, vous voyez, vous avez le tabagisme, et ici, vous avez la sédentarité. Donc vous avez
la publication date de 2012 et c'est l'année où il y a eu le changement et où ce n'est plus le tabagisme la première cause de mortalité évitable, mais c'est devenu la sédentarité. Si on regarde, du coup, donc on est sur les études observationnelles, hein, sur les études observationnelles au travail. Si on regarde sur des données de santé, au travail et sur la mortalité. Vous avez le fait d'être sédentaire multiplié par 1,9, c'est-à-dire par 2 quasiment, le risque de mortalité, toutes causes confondues. Et là, on est bien sur des données uniquement au travail. Hein. Cette fois-ci, on ne parle plus de sédentarité de loisirs ou toute sédentarité confondue. Là, c'est en isolant spécifiquement la sédentarité au travail. Donc la sédentarité au travail multiplie par 2 la mortalité, toutes causes confondues. Et si on prend dans l'autre sens, pareil, toutes causes confondues, là c'est tout simplement, la référence c'est être assis, un risque relatif, puisqu'on parle de risque relatif, quand c'est supérieur à 1, c'est une augmentation de mortalité, c'est un facteur multiplicatif. C'est le fait de faire telle condition multiplie par X la mortalité. Si c'est inférieur à 1, c'est protecteur. D'accord? Donc là, le fait de se lever ou de marcher au travail diminue d'un tiers, du coup, la mortalité par rapport à quelqu'un qui a une activité sédentaire au travail. Donc, c'est pareil, on est de l'ordre de, à chaque fois, de 1/3. On est sur des gros chiffres. Hein. Donc, diminution quasiment par 2 de la mortalité par cancer. Si on regarde ensuite sur les causes de mortalité, si on individualise la mortalité par cancer, on a quasiment une diminution, enfin le risque qui est divisé par 2 si on lutte contre la sédentarité au travail. Ensuite, donc là le titre a changé, on n'est plus sur les études observationnelles. Observationnelles, ça veut dire qu'on regarde ce qui se passe sans intervenir. Là maintenant, si on regarde les études interventionnelles, les études interventionnelles qui sont spécifiques sur la sédentarité. Il y en a relativement peu, mais je vous cite celle-ci qui est très intéressante, sachant que c'est une reproduction des conditions de travail. Donc là, s'il y en a qui dorment, je veux bien que vous vous réveillez juste 3 minutes. Après, vous pourrez vous rendormir, mais ça c'est important. Là, 2 groupes. Vous avez un groupe qui reste assis 8 heures de suite. Donc c'est en laboratoire, hein, c'est en laboratoire, les gens sont payés pour ça. Ils sont payés pour rester assis 8 heures de suite et ils ne se lèvent pas pendant 8 heures. Ils restent assis pendant 8 heures de suite. Le deuxième groupe, sachant que c'est un petit peu... En fait, c'est les mêmes personnes qui font les 2 conditions. Dans un cas, et c'est l'ordre des conditions qui est randomisé. Randomisé, ça veut dire tiré au sort de façon aléatoire. Donc soit ils vont commencer par rester assis 8 heures, soit la deuxième condition, c'est rester assis 8 heures et se lever 5 minutes toutes les 30 minutes. Attention, j'ai dit se lever. Je n'ai pas dit marcher comme je fais tout de suite, simplement se lever. Donc vous êtes assis et vous vous levez, c'est tout le point. Se lever, pas marcher. Ils ne font pas un pas, ils simplement se lever, juste se lever de la chaise. Et c'est ça qui est hyper intéressant, et vous allez voir, là ça parle de soi-même. Vous avez là les 2 courbes, la glycémie a été mesurée en continu, vous avez aussi l'insulinémie qui a été mesurée, plein d'autres facteurs également. Donc la courbe blanche, c'est les sujets contrôle, et la courbe noire, les sujets, la situation contrôle, hein, parce que c'est les mêmes personnes qui ont fait les 2 conditions, et la courbe noire, c'est se lever 5 minutes toutes les 30 minutes. Quelle est la conséquence de se lever? Je répète bien, se lever, hein, pas marcher, simplement se lever de la chaise. Il ne faut pas un seul pas, se lever. La conséquence, c'est que vous avez une réduction d'1/3
Très exactement, de mémoire, c'est 34%, donc c'est légèrement plus d'un tiers. De la réduction de glucose, et de mémoire aussi, c'est 38% de réduction de sécrétion d'insuline. 38%. Simplement du fait de se lever. Et pas marcher, hein. Se lever. Donc quand je vous disais qu'on était vraiment au tout début, effectivement, la glycémie, l'insulinémie, on est sur des critères de jugement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, intermédiaires. C'est-à-dire qu'avant de prouver ça sur la mortalité, c'est-à-dire de faire une étude interventionnelle, et pas simplement d'observer ce qui se passe a posteriori, ben, il se passera probablement plusieurs années, voire à mon avis une dizaine d'années, avant d'avoir une étude interventionnelle ayant comme critère de jugement la mortalité. Mais ces courbes-là, ça laisse présager quand même de l'impact réel de la sédentarité au travail sur la santé d'une manière générale. Donc, étude interventionnelle, du coup, moins propre, mais donc du coup au travail. Vous avez les Australiens sont... c'est plus tard, les Australiens. Donc ça, c'est donc pareil, je vous cite juste deux exemples. Donc des études interventionnelles, mais là, c'est pas que sur la sédentarité, c'est-à-dire que souvent, dans quasiment toutes les études, ils agissent sur plein de choses. Donc ils vont proposer par exemple de faire de l'activité physique en entreprise. Donc ils vont par exemple mettre une salle de sport à disposition des salariés. C'est ce qu'on a fait avec la primaire d'assurance maladie. Ça a été initié par le professeur Martine Duclos, donc la chef du service de médecine du sport. Mettre une salle de sport à disposition, mettre éventuellement un coach sportif pour motiver les salariés à faire du sport, etc. Mais là, on est sur la promotion de l'activité physique et on n'isole pas la sédentarité.